Dans quelques heures, Oscar Pistorius saura s'il est condamné à la prison et pour combien de temps. Ce sera après 7 mois d'un procès fleuve qui a passionné l'Afrique du Sud et le monde entier. L'épidémie d'Ebola a été stoppée au Nigeria, c'est ce qu'a déclaré l'Organisation mondiale de la santé lors d'une conférence de presse ce lundi à Abuja. Au Brésil, Dilma Rousseff et Aécio Neves sont au coude à coude dans les intentions de vote alors qu'ils entament leur dernière ligne droite pour l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Sika et vous faites bien d'y rester. Nous ouvrons ce journal par les nouvelles en provenance du Niger. Un drone américain s'est écrasé ce lundi pour des raisons inconnues sur l'aéroport de Niamey, la capitale du Niger, provoquant la fermeture des pistes pendant plusieurs heures, a-t-on appris auprès de l'armée américaine. L'appareil n'était pas armé et sa chute n'a pas provoqué de blessés, selon les précisions du quartier général des forces armées américaines pour l'Europe et l'Afrique, basé en Allemagne. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incident. Un vol de pèlerins revenant de la Mecque a dû être détourné sur Ouagadougou, la capitale burkinabé. Une information que les autorités aériennes du Burkina Faso ont confirmée dans la soirée d'hier. En Afrique du Sud à présent, après 7 mois d'un procès fleuve qui a passionné le monde entier, Oscar Pistorius, le champion paralympique reconnu coupable d'avoir tué sa petite amie en 2013, saura dans quelques heures s'il est condamné à la prison ou pas, et si oui, pour combien de temps. Je vous propose ici de faire un retour sur les temps forts de ce procès. Un homme brisé qui a tout perdu ou un meurtrier qui doit payer pour ce qu'il a fait? Reconnu coupable d'avoir tué sa petite amie, Oscar Pistorius saura ce mardi s'il va en prison. Durant les 7 mois du procès, la défense a tenté d'émouvoir sur le sort de l'ancien champion paralympique. Il a tout perdu, c'était une icône aux yeux des Sud-Africains. De par son parcours, sa réussite. Il a été dénigré au point qu'il ne reste de lui que l'image d'un tueur plein de rage, d'un tueur de sang-froid, un menteur, et tout ce qu'on peut imaginer de plus horrible. De cette nuit de Saint-Valentin 2013, Oscar Pistorius a toujours donné la même version. Croyant qu'un cambrioleur s'était introduit dans ses toilettes, il a tiré 4 balles à travers la porte fermée. Le champion amputé des 2 jambes se dit rongé par les remords et affirme qu'il a besoin de soins physiques et psychologiques incompatibles avec la prison. Mais la cousine de la victime a imploré la juge. Oscar Pistorius doit payer pour ce qu'il a fait. Ma famille ne cherche pas la vengeance à tout prix. Nous pensons simplement que prendre la vie de quelqu'un, tirer sur quelqu'un à travers une porte, une personne sans armes, inoffensive, ça demande une punition suffisamment lourde. Oscar Pistorius a été reconnu coupable d'homicide involontaire, mais non de meurtre. Un verdict très controversé. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. La défense plaide une peine de travaux d'intérêt général, mais le procureur a requis 10 ans de prison. Si la peine est trop légère et que la société perd la confiance qu'elle a dans ce tribunal, les gens feront justice eux-mêmes. C'est ce que la Cour doit éviter, n'est-ce pas? Le sort de Pistorius est entre les mains de la juge, mais les 2 parties pourraient faire appel et relancer alors la saga judiciaire. Un autre élément à présent dans ce journal, l'Union européenne s'est engagée ce lundi à fournir un effort accru pour endiguer Ebola dans les pays africains affectés. Elle a promis au moins 500 millions d'euros d'aide et offert des garanties d'évacuation sanitaire aux humanitaires infectés. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, déclarait la fin officielle de l'épidémie Ebola au Nigeria. Une annonce qui vient ainsi atténuer les craintes occidentales d'une pandémie, même si le virus continue son ravage dans les pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest. Reportage. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré ce lundi la fin officielle de l'épidémie d'Ebola au Nigeria. Cette déclaration a été faite par le représentant de l'OMS au Nigeria lors d'une conférence de presse à Abuja. Day 20 of October, 42 days, it means twice of the incubation period. Aujourd'hui, 20 octobre 2014, la période de 42 jours, soit 2 périodes d'incubation de 21 jours,
Depuis la confirmation du dernier cas vient en effet de s'achever. La chaîne de transmission a été rompue. The chains of transmission have been broken. L'OMS déclare officiellement que l'épidémie a été stoppée au Nigeria. Il s'agit d'une réussite spectaculaire qui montre au monde entier que l'Ebola peut être stoppé. Nous avons gagné une bataille, mais nous aurons gagné la guerre seulement quand l'épidémie aura pris fin dans toute l'Afrique de l'Ouest. The war will only end when West Africa is also declared free of Ebola. Grâce à une réaction rapide et efficace des autorités, l'épidémie a été contenue rapidement et n'a fait que 20 victimes, dont 8 sont morts dans ce pays de plus de 170 millions d'habitants, le plus peuplé d'Afrique. Près de 900 personnes potentiellement à risque ont été suivies à Lagos et à Port-Harcourt, dans le sud pétrolier. Ce travail de fourmi a été possible dans une ville comme Lagos grâce à un dispositif d'urgence existant destiné à la lutte contre la poliomyélite, immédiatement adapté à Ebola, et à l'expertise de spécialistes des centres américains de contrôle et de prévention des maladies déjà présents au Nigeria. Toutefois, le Nigeria, du fait de sa position géographique et de ses frontières poreuses et très étendues, reste vulnérable à l'importation de nouveaux cas. La Côte d'Ivoire à présent, la comparution des 83 personnalités pro-Gbagbo dont l'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo prévue pour ce mercredi 22 octobre à Abidjan est une manière pour le régime du président Alassane Ouattara de museler et de décapiter l'opposition. C'est ce qu'a déclaré ce lundi Pascal Affi-N'Guessan, le chef du Front populaire ivoirien, le FPI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. À l'instar des autres prévenus, Simone Gbagbo sera principalement poursuivie pour atteinte à la sûreté de l'État lors du procès qui débutera ce mercredi à Abidjan. Mais pour certains avocats de la défense, le processus censé s'ouvrir ce mercredi ne pourra pas démarrer avant 2 semaines. Sur le plan procédural, ce n'est pas possible. Nous sommes encore en train d'accomplir les actes préliminaires, a estimé Mathurin Dirabou, le doyen des avocats d'Abidjan, qui défend Gilbert Akengbo, ex-premier ministre du président Laurent Gbagbo. Une audience de confirmation des identités des 24 prévenus en liberté provisoire est prévue pour ce mardi, a indiqué Maître Dirabou. Si cette phase est bouclée, il faut un délai de 2 semaines avant l'ouverture des assises, a-t-il affirmé. Selon des sources judiciaires, ce délai pourrait même être de 3 semaines. Le ministère de la Justice a indiqué que le procès était encore en phase préparatoire. Et puis parlant toujours de cette instruction et de la réaction de l'actuel chef du FPI, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, c'était ce lundi à Abidjan au cours d'une conférence de presse. Nous vous proposons ici de suivre un extrait de la déclaration de Pascal Affi-N'Guessan qui était face à la presse ivoirienne et internationale. En engageant ce procès maintenant, le régime Ouattara veut enfin décapiter et museler l'opposition à l'approche des échéances électorales de 2015 et au-delà de ces élections, il veut faire reculer la Côte d'Ivoire au temps du parti unique. Mais au-delà de ces considérations, une question se pose. Ce procès est-il nécessaire? En quoi contribue-t-il à la normalisation, à la paix et à la réconciliation nationale? Comment le gouvernement peut-il dire, à l'issue du dernier Conseil des ministres, qu'il continue de tendre la main à l'opposition et ouvrir en même temps les portes des prisons pour y conduire les opposants et les enfermer à perpétuité? L'ex-président malgache Marc Ravalomanane, en résidence surveillée depuis son retour lundi dernier dans son pays, ne sera pas expulsé et sera invité à participer au processus de réconciliation nationale. C'est ce qu'a annoncé le directeur de cabinet de la présidence malgache ce week-end. Son épouse avait fait souffler un vent d'inquiétude sur le pays vendredi dernier lorsqu'elle a lancé un appel au soulèvement de ses compatriotes sur une radio locale. Devant la presse ce week-end, elle a exigé la réconciliation nationale. Suivons ici un extrait de l'intervention de Lalao Ravalomanane.
C'est le cœur sage et plein d'humilité que je m'adresse aux autorités du pays, les églises et les organisations de toutes sortes, la communauté internationale et surtout le peuple malgache sans exception. Le moment est venu d'amorcer un rapprochement, une discussion dans le respect entre malgaches. C'est également le moment d'avancer vers la réconciliation nationale. Le syndicat des pilotes du groupe aérien allemand Lufthansa démarre ce jour une nouvelle grève sur les vols long courriers juste après celle d'hier sur les liaisons intérieures et moyens courriers. Le mouvement de ce mardi, le 9e du genre, depuis fin août sur fond de conflit sur les conditions de fin de carrière, durera toute la journée. Elle touchera environ 2150 vols et plus de 200 000 passagers. La direction générale de Lufthansa a prévu faire voler d'autres pilotes, notamment ceux qui exercent des fonctions d'encadrement, ce qui permettra d'assurer un tiers du trafic, soit 700 vols pour acheminer plus de 70 000 passagers. Un autre élément à présent dans ce journal, la dernière ligne droite sur l'élection présidentielle au Brésil. Les derniers sondages donnent les deux candidats en lice pour le second tour, Dilma Rousseff et Aécio Neves, au coude à coude dans les intentions de vote. Au centre de toutes les attentions, l'électorat pauvre du pays que les deux candidats tentent de séduire. Au Brésil, un quart de la population, soit environ 50 millions de personnes, bénéficient d'aides sociales. Reportage. Des maisons à perte de vue. Ici, dans la capitale de l'Acre, en Amazonie, se construit la Cité du Peuple, destinée à reloger des familles pauvres de la ville. Luciene avait tout perdu après des inondations à répétition. En mai dernier, elle était l'une des premières à s'installer avec ses enfants. Quand je suis arrivée, je n'arrêtais pas de pleurer. Et mon fils me demandait pourquoi je pleurais. Alors je lui disais, Gabriel, tu ne sais pas ce que ça représente. Parce que plusieurs fois, on a été expulsés parce qu'on n'arrivait pas à payer le loyer. Et là, c'est mon plus grand rêve. Après l'éducation de mes enfants, c'est de leur donner cette dignité. Rosivaldo attend lui aussi d'être relogé. Il vit dans une zone inondable et sa maison menace de s'effondrer. Sans revenu, ce qui lui permet de faire vivre sa famille, c'est l'allocation Bolsa Familia, avec une centaine d'euros par mois pour ses 5 enfants. Une politique qui a permis au gouvernement du Parti des travailleurs de Lula et Dilma Rousseff de sortir de la misère plus de 40 millions de personnes. Luiz Inácio Lula da Silva était pauvre. C'est pour ça qu'ils se battent pour nous. Les seuls qui se préoccupent de nous, les pauvres, c'est le PT. Et je soutiendrai le PT jusqu'à ma mort, parce qu'ils font quelque chose pour nous. Au total, plus de 50 millions de Brésiliens bénéficient d'aides sociales, soit un quart de la population. En pleine élection présidentielle, les deux candidats en liste, Dilma Rousseff et Aécio Neves, s'affrontent pour conquérir cet électorat crucial. Ils ne pensent qu'aux riches. C'est la fin de l'aide sociale. Est-ce que vous voulez confier le pays à tous ceux qui ont toujours mis de côté les pauvres ? Avec une économie en berne et un possible changement de gouvernement, certains craignent une diminution des acquis sociaux. Aucun des partis n'y mettra fin pour une raison simple, c'est que cela ne coûte pas cher. Cela représente 1,5% du budget public et c'est un thème très rentable politiquement. Ils ne peuvent pas y toucher. Pour gagner des voix, Aécio Neves promet la continuité des programmes sociaux. Dilma Rousseff, elle, sait qu'elle peut d'ores et déjà compter sur la fidélité de l'électorat du nord-est du pays, région la plus déshéritée du Brésil et qui a concentré à elle seule plus de 58% des voix au premier tour. Ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi, madame, monsieur. Mais avant de partir, le proverbe africain du jour nous vient du Cameroun et dit « De longues lianes ne suffisent pas pour construire une case. Il en faut aussi des courtes pour parfaire les angles. De longues lianes ne suffisent pas pour construire une case. Il en faut aussi de courtes pour parfaire les angles. Ce sera tout pour ce journal sur Sika TV. Merci de nous avoir suivis et retenez aussi que l'information est en continu sur sikatv.info.